Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on continue avec un film du réalisateur Albert Dupontel, qui est à la fois scénariste et acteur principal. Un film récent que j'avais pas vu, que j'ai vu là il y a 3 jours. Alors j'ai décidé de faire un podcast dessus. J'ai nommé Au revoir là-haut. Allez, c'est parti mon kiki. Donc, Au revoir là-haut, c'est une comédie dramatique française, coécrite et réalisée par Albert Dupontel, sortie en 2017. Il s'agit d'une adaptation du roman du même nom, de Pierre Lemaitre, prix Goncourt 2013. Donc c'est l'adaptation d'un roman. Hein. J'ai pas lu le roman, j'ai pas eu le temps encore, je vais le lire. J'ai hâte de le lire. Ce film, il m'a pas laissé de marbre. Ça m'a fait quelque chose. Donc pour moi, il rentre dans les films cultes d'Albert Dupontel. Même si c'est l'adaptation d'un roman qui a eu un prix Goncourt. Alors, à la réalisation, on a notre cher Dupontel. Au scénario, on a lui, avec l'auteur du livre en co-scénariste Pierre Lemaitre. À la musique, on retrouve Christophe Julien, qui signe ici un magnifique score, avec vraiment une belle musique, avec des beaux moments. On a comme acteurs principaux Nahuel Pérez Biscaya, qui joue ici le rôle de la gueule cassée. Un rôle très bien joué. Franchement, je suis beaucoup de respect pour cet acteur, que je ne connaissais pas. On a Émilie Dequesne, qui est une habituée qui avait joué dans Bernie. Donc en 1920, Albert Maillard, ancien comptable, ancien poilu, qui vient de fuir la France, est interrogé par un officier de la gendarmerie française au Maroc, où il a été arrêté. À travers son écrit, il raconte son histoire et celle d'Édouard Péricourt, dessinateur génial et fantasque. Fils de haute bourgeoisie politique, orphelin de mère et rejeté par son père depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Leur relation de camaraderie au front, dans les tranchées, prend une autre tournure le 9 novembre 1918, juste avant la fin de la Grande Guerre. Albert est le témoin d'un crime effroyable. Le lieutenant Pradel, alors qu'il a reçu l'ordre de cesser toute hostilité, parvient à lancer une dernière offensive en faisant croire que les Allemands, qui attendent pourtant l'armistice, comme les Français, ont tué 2 éclaireurs. Or, pendant l'assaut, Albert réalise que c'est le lieutenant qui leur a tiré dans le dos. Pendant l'offensive, Pradel, se voyant démasqué, pousse Albert dans un trou d'obus où ce dernier se retrouve sur le point d'être enterré vivant. Édouard, in extremis, sauve Albert d'une mort atroce, mais au prix de sa défiguration par un éclat d'obus à quelques mètres de là, faisant de lui, comme je vous le disais, une gueule cassée.
dont ces fameuses gueules cassées qu'on a beaucoup vues lors de la Première Guerre mondiale. Bizarrement, un peu moins pendant la Seconde, mais surtout pendant la Première, avec les éclats de but qui les partaient dans la figure et qui faisaient des dégâts monstrueux. Albert comprend que Pradel voulait tuer Péricourt au champ de bataille pour monter une entreprise de pompes funèbres et abuser le père Péricourt. Il décide donc de faire croire à la mort d'Édouard. Il change volontairement le nom de son camarade en celui de Larivière, espérant ainsi que le lieutenant ne se douterait de rien quand il ferait revenir son camarade à Paris. Et de retour à Paris, Pradel épouse la fille Péricourt et développe ses affaires. Démobilisés, Albert et Édouard, amers, vivent difficilement à Paris. Édouard est dépendant de la morphine, qu'Albert se met à voler à des blessés de guerre pour pouvoir lui en procurer. Albert est perdu son emploi de comptable et sa fiancée l'a trompé et quitté. Ils survivent grâce à des petits boulots et accueillent régulièrement Louise, une orpheline recueillie par leur voisine du dessous et qui sert d'interprète entre Albert et Édouard, qu'elle est la seule à comprendre. Bientôt, ces deux laissés pour compte, grâce à l'ingéniosité et au talent d'Édouard, puis à la ténacité d'Albert, mettent au point une escroquerie commerciale doublée d'une arnaque bancaire. Ils participent à un concours national pour vendre aux municipalités des monuments aux morts qui resteront fictifs. De son côté, Pradel profite de nombreux soldats morts et enterrés dans les tombes de fortune sur le champ de bataille pour signer avec l'État un contrat qui prévoit de les inhumer à nouveau dignement dans des cimetières militaires. Mais au lieu de cela, il utilise des milliers de cercueils raccourcis, parfois remplis de terre et de cailloux, voire de cadavres de soldats allemands, pour s'enrichir sans scrupule. Dans le cadre de leur arnaque, un des monuments dessinés par Édouard est sélectionné comme œuvre commémorative dans l'arrondissement qui l'a vu naître. Le commanditaire de cette œuvre n'est autre que son père, Marcel Péricourt, président des affaires des maires de Paris, qui souhaite pour ce geste honorer secrètement son fils qu'il croit mort. Après quelques semaines d'attente, l'argent demandé en acompte arrive en masse de toute la France et permet aux deux complices d'envisager un départ pour l'étranger fixé au 14 juillet. Pendant ce temps, les magouilles de Pradel sont démasquées par un fonctionnaire tatillon et incorruptible, Joseph Merlin, mis anonymement sur la piste par Édouard et Albert. Et on retrouve les acteurs favoris d'Albert Dupontel qu'on voit dans ses autres films. Et l'acteur qui joue l'inspecteur est très bon. Toute sa vie, ils ont choisi l'inspecteur qui a jamais monté en grade, donc qui attend l'affaire de sa vie. Et là, il sent qu'il tombe sur du lourd, et il va pas lâcher l'affaire comme ça. Les événements s'emballent à l'approche du 14 juillet. Des journaux révèlent une possible arnaque monumentale. Marcel Péricourt apprend qu'ils ont été trompés et demande à Pradel, son gendre, désormais accusé d'un scandale d'État, de retrouver les coupables contre le silence de l'État et de la justice sur ces magouilles. Ce dernier retrouve la trace d'Édouard, qui mène la grande vie à l'hôtel Lutetia avec Louise et Albert, lequel assure les derniers préparatifs de leur fuite à l'étranger. Avant de partir, Albert retrouve sur le chantier d'un cimetière
Pradel, qui a repris ses magouilles. Au moment où Albert s'avance vers lui, en le menaçant d'un revolver, Pradel, en reculant, met le pied sur une planche qui cède et il se trouve précipité dans une fosse où il finit étouffé et enterré vivant. Au même moment, Marcel Péricourt décide de se rendre à l'hôtel où résident les coupables, comme poussé par une force irrésistible. Après qu'il pense avoir reconnu la signature de son fils au bas des dessins du catalogue de monuments. C'est bien Édouard qu'il trouve sur la terrasse de sa chambre, qu'il reconnaît malgré le masque qu'il porte. Les deux hommes s'étreignent, le père s'excuse et se repent devant ce fils qu'il n'a jamais su reconnaître et aimer, mais soudainement, Édouard, comme un oiseau qui prend son envol, se jette dans le vide avec son grand masque bleu. Albert, avec sa nouvelle compagne Pauline et Louise, qu'il a rachetée à leur voisine, parvient de son côté à s'enfuir au Maroc, où il est finalement arrêté. À la fin de son long récit, l'officier de gendarmerie se lève et supprime tout moyen de communication de son bureau, avant de révéler à Albert que le plus jeune des deux éclaireurs abattus par Pradel était son fils, et de lui permettre de prendre la fuite sans crainte d'être inquiété, mais sans attendre. Et voilà pour cette histoire extraordinaire, ce scénario qui est génial. L'histoire est vraiment incroyable. Franchement, j'ai hâte de lire le roman. Je veux voir vraiment ce que ça donne. Voilà. Il y a des moments, les costumes sont fabuleux, les costumes d'Édouard, notamment ses masques. Parce qu'il fabrique beaucoup de masques pendant tout le long du film pour lui, qui sont très différents. Ils sont tous magnifiques. Les masques, dont un qui peut transformer soit en sourire, soit en inversant en une tête qui fait l'inverse d'un sourire, comme un smiley un peu. Et c'est vraiment bien pensé. Tout est bien pensé dans ce film. La musique, la photographie est magnifique. Le son est magnifique. Les couleurs, l'étalonnage très années 20-30. Au début, je me disais, mais c'est pas possible. Il y a un problème. Et non, c'est l'étalonnage du film qui veut ça. Et ça, c'est important à noter. Voilà. Donc, la musique magnifique, Christophe Julien. La direction artistique a salué Lilith Beck-Mézian. Au décor, Pierre Kéféléan, qui est connu. Chef décorateur connu. Au costume, Mimi Lempicka de Lempicka, c'est la même famille. À la photographie, on a Vincent Mathias. Étalonnage et colorisation, Lionel Kopp et Natacha Louis sont bien mis en avant parce que vraiment il y a un étalonnage qui est pas comme les autres. Au début, ça dérange, moi qui ai un habitué des étalonnages numériques maintenant. Ça fait très spécial, même si ce film a été tourné en numérique. C'est assez impressionnant. Mais il vaut le coup. Le budget 19 750 000 euros par Staden Prod, Manchester Film, Gaumont, France 2 Cinéma en coproduction.
C'est distribué par Gaumont en France. Il dure 115 minutes, le film, tourné en couleur, en numérique. Alors, j'ai pas eu de détails sur le matériel. Il est sorti le 27 juillet en avant-première 2017 en France et le 25 octobre de la même année pour la sortie nationale. Édouard Péricourt est le soldat à la gueule cassée qui joue un peu la star du film. Le premier rôle est joué par Nawel Pérez du Biscayar. Albert Dupontel joue Albert Maillard, le soldat. Laurent Lafitte, qui joue un super rôle d'enfoiré, de pire enfoiré qu'on puisse imaginer. Henri Dolnay-Pradel, le lieutenant. Et son rôle à lui, il joue très 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 bien ce rôle. Nils Arestrup qui joue Marcel Péricourt, le père d'Édouard et de Madeleine. Émilie Dequesne qui joue Madeleine Péricourt, la sœur d'Édouard. On a Mélanie Thierry qui joue Pauline, la bonne des Péricourt, avec qui s'enfuira Maillard, le soldat Maillard, Albert Dupontel à la fin du film, dont il se prend un peu d'amour. L'inspecteur est joué par Michel Villermoz. Il y a Kian Kojandi qui joue un collaborateur de Pradel, qui a un rôle qui lui va très bien dans ce film. Le livreur de catalogue qu'on a déjà vu dans plusieurs films, Frédéric Epaux, qu'on voit souvent. Denis Podalides qui joue le ministre, qui a une voix. Le film est annoncé dès le mois d'août 2014. Au moment de la fin du festival 2017, 12 pays ont préacheté le film. Pierre Lemaître, l'auteur du roman, a été associé à la rédaction du scénario du film. L'adaptation cinématographique est fidèle au roman. La scène de la fin est toutefois différente, plus allégorique et moins cynique dans le film que dans le livre. L'écriture du scénario nécessite 2 ans de travail et connaît 13 versions. C'est Bouli Lanners qui devait jouer le rôle d'Albert Maillard, mais ne peut pas tourner à cause de fatigue, et c'est finalement Albert Dupontel lui-même qui joue ce rôle. La préparation du film dure 3 mois, puis le tournage s'étale sur 14 semaines, de février à juin 2016. La post-production, comprenant également la création de très nombreux effets visuels, 500 plans dans le film, ce qui n'est pas beaucoup pour un film à effets visuels, mais c'est pas un film à effets visuels, donc c'est quand même pas mal. Et s'achève en avril 2017. Albert Dupontel et l'équipe du tournage débutent à Teuville, dans le Vexin, de début à mars-juin 2016. Certaines scènes sont tournées à l'hôtel particulier de la rue Fortuny, à Paris, dont la société de production d'Albert Dupontel était locataire pour les besoins du film. Le château de Chambly a servi de lieu de tournage pour la suite de Marcel Péricourt, l'hôtel de la Païva pour la salon et la salle à manger, et l'hôtel Marcel Dassault pour les extérieurs. La musique originale du film, donc, elle est de Christophe Julien. On peut par ailleurs entendre de nombreux morceaux empruntés à d'autres films.
Il prend beaucoup de... Alors, tiré du film Despite the Falling Snow, la série Dickenson, Sparta Forte, Più Forte, Une promesse de Patrice Lecomte, beaucoup de films. Il y a beaucoup d'emprunts à d'autres films. Au revoir là-haut est présenté en avant-première le 27 juillet 2017 au cinéma Mokiving de Saint-Lô, avant sa sortie nationale en France le 25 octobre 2017, comme en Belgique et en Suisse romande. Entre-temps, le film est choisi comme film d'ouverture en août 2017 au Festival du film francophone d'Angoulême. Pardon, je bois un coup. Excusez-moi, attention, j'y vais. Je suis là. Il a été projeté au Festival du film français d'Helvétie et au Festival international du film de Saint-Sébastien, où il récolte le premio de l'Association de Donantes de Sangre de Chibucosa à la Solidaridad El Cartasan Saria. C'est long comme titre, hein. Au Québec, le film est présenté à Montréal en novembre 2017 dans le cadre du festival Cinémania, où il reçoit le prix du public avant sa sortie le 22 décembre 2017. En France, l'accueil critique est positif. Le site Allociné recense une moyenne de critique de 3,9 sur 5, ce qui est vraiment bon. Albert Dupontel a réussi à condenser le livre de Pierre Lemaitre en un récit vif et équilibré, selon Samuel Douer dans Télérama. Et alors, pour les contenter, il faut se lever de bonne heure. La critique de Jacques Mandelbaum dans Le Monde est moins élogieuse. Il reproche une recherche excessive de perfection, tout en voulant traiter de multiples questions, ce qui nuit à la vie des personnages. Au Québec, dans la presse, Marc-André Lucier juge le récit parfois prévisible, mais se dit impressionné par le jeu des acteurs, la direction artistique et la séquence d'ouverture. Dans Le Devoir, André Lavoie parle d'un spectacle enlevant, mais qui survole des sujets délicats déjà abordés dans d'autres films de manière plus frontale. Dans Le Journal de Montréal, Christophe Rodriguez, de ce côté, il va d'une critique très élogieuse. En France, il fera plus de 2 millions d'entrées, ce qui est vraiment pas mal. Mais il mériterait beaucoup plus. Quand j'entends des films comme Les Ch'tis, qui fait 17 millions, celui-là il aurait mérité au moins 10 millions. Tellement il est bon. S'il y a 10 millions de personnes qui étaient allées voir ce film, ça aurait été 10 millions de personnes ravies. César de la meilleure réalisation pour Albert Dupontel, César de la meilleure adaptation pour Albert Dupontel et Pierre Lemaitre en 2018, tout ça. Hein. César des meilleurs décors pour Pierre Keffeléan, César des meilleurs costumes pour Mimi Lempicka, César de la meilleure photographie pour Vincent Mathias, prix Historia 2019 du film de fiction. Ça, c'est les récompenses. Juste au César, hein. Je vous nomme pas les autres festivals que je vous ai déjà nommés avant. Petite référence à d'autres œuvres dans le film.
Quand Édouard feuillette le catalogue des statues qu'il a dessinées pour le monument aux morts, l'une d'elles est présentée que sous le titre Orphelin méditant dans le sens du sacrifice. Cette œuvre est inspirée de la statue du poilu mourant réalisée par Jules Deschamps, qui orne de nombreux monuments aux morts en France. Quand Labourdin présente à Marcel Péricourt les 5 œuvres présélectionnées pour le monument aux morts, le deuxième dessin représente la statue du poilu victorieux réalisé par Eugène Benet, et le 5e dessin représente le monument aux morts pacifiste d'Eckerdreville réalisé par Émilie Rolez. Voilà, ça c'était pour les petites anecdotes en plus du film. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film épatant, génial. Vraiment, allez-y les yeux fermés. Vous raterez pas 2 heures. Il n'est pas long ce film, il dure 2 heures. On voit pas le temps passer, c'est vraiment, on se laisse emporter. Et voilà. J'espère que ma chronique vous aura plu. Et comme d'habitude, abonnez-vous, laissez des commentaires, laissez des likes. Ça me fait avancer et ça me permet de vous proposer plus de contenu. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Et ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le globe. Il faut qu'on pète. Voyons, le circuit branché, correcteur temporel temporisé,